L'avantage avec le réchauffement de la planète, c'est que si l'avenir paraît plus dur, les carambars sont plus mous. Caramel, mou, caramel. Dick Hannegarn, bonsoir. Bonsoir Jean-Philippe. Vous êtes sur le point de fêter 40 ans de carrière. Vous serez bientôt à l'Olympia pour fêter cet événement. Et on va revenir un peu sur ces 40 ans de carrière. En même temps, on parlera quand même du dernier album qui vient de sortir, le 17e, si j'ai bien compté, Velova. Mais on va peut-être commencer par le début. Donc, on sait tous que vous êtes un Hollandais né à La Haye, que vous avez passé votre enfance à Bruxelles, votre père étant un des proto-fonctionnaires européens dans les années 50. Ça venait tout juste de se monter, la communauté européenne, dont vous passez votre enfance à Bruxelles, que vous découvrez la guitare en autodidacte en écoutant du folk et également du blues. Justement, cette histoire déjà de guitare, ça arrive comment? C'est vraiment l'écoute de disques à la radio et sur le manche-disque qui vous donne l'envie de dire « je voudrais aussi jouer de la guitare » ? Je suis né à une époque où le tourne-disque était encore un peu le Minitel accessoire des maisons. On écoutait un peu la radio, un tout petit peu de disques, mais c'est surtout le chant. En tant que scout ou même à l'église, je veux dire, moi j'assume, même si je suis pas croyant, quand même une culture religieuse. En tout cas, on chantait dans les veillées, on chantait de Hugo Frey, donc la guitare c'était l'instrument qui justement permettait de véhiculer les chansons sans nécessairement avoir de médias. Véhicule de culture aussi, la guitare folk. En gros. Donc, là, c'était quoi les morceaux? Vous parliez du Gaufret pour l'éveiller. C'était quoi les morceaux que vous chantiez? Ce soir, la lune est belle. Bon, des chansons en allemand aussi. On avait quand même, on chantait Santa Lucia, Sul mare Lucica, Palaccio dal vento, Placiel, Santa Lucia, ou Bandiera Rossa. Bon, aussi des chants révolutionnaires un peu. On chantait, comme j'étais à l'école européenne et que les scouts étaient des scouts européens, ça a quand même été une école de chant international, de chant américain aussi, de blues. Donc moi, mon véhicule, c'était pas la radio tellement, ni le tourne-disque, même si après, mes copains, ils ont commencé à acheter du Pink Floyd et tout ça, ça m'intéressait pas beaucoup. Moi, j'aimais bien chanter. Vous vivez à Bruxelles jusque dans les années 72 et vous montez à Paris en 72, donc vous aviez à peu près 20 ans. Qu'est-ce qui vous fait partir à Paris? Paris, pour moi, était une invitation d'un nouveau monde un peu quand même. 68, 72, il y avait même si le mouvement a quand même un peu démarré par les Provos en 60, il y avait en effet cette culture pop aussi. Je pensais qu'il allait y avoir une traduction française de T-Rex, de Yes, même de Folk and Blues Festival. Je veux dire, on n'a pas besoin d'être noir pour voir le blues ou pour chanter le blues surtout. Il y avait John Mayall, il y avait quand même pas mal de British blues, Eric Clapton. Donc à Bruxelles, on avait une vitrine de cette culture pop que je pensais que Paris était aussi une ville créative. C'est un peu trompé. Mais donc Marcel Dady, Jacques Higelin, Nougaro, il y avait une invitation, on va dire, à une chanson un peu plus moderne que les guitares nylon avec des chansons vraies. C'était un peu le mélange, on va dire, pop de ces quelques chanteurs-là qui commençaient à être connu. Bon, à vrai dire, j'ai loupé mes études, enfin, j'ai arrêté mes études d'agronomie, donc j'avais quelques mois à tirer, et donc j'ai tiré sur Paris, parce qu'il y avait une amie qui voulait me faire voir la rue Gay-Lussac, les hauts lieux, on va dire, voilà, la culture. C'était déjà le tourisme post-68 art. Oui, c'est ça, oui. Et donc, puis elle me disait qu'il y avait des clubs,
comment dire, de folk, TMS Club, il y avait la Vieille Herbe, le Centre Américain. Voilà, il y avait surtout le Centre Américain. C'était des lieux de rencontres internationales, oui, de rencontres musicales. Et vous étiez un assis du Centre culturel américain. Oui, j'ai découvert en fait cette chose assez désagréable, en fait, qui est que quand une chanson plaît, on applaudit, quand une chanson plaît pas, on se fait sortir. Oui, puisqu'ils organisaient ce qu'on appelle des radios crochets. Des Hootenanny, c'était la version américaine, radio crochet. Bah, c'était un peu stop ou encore, quoi. Ouais. Donc, bon, à vrai dire, j'avais la chance de quand même être apprécié, donc on faisait je veux dire, mais dans les cabarets aussi, on se faisait jeter, hein, moi, enfin, dans les restaurants, surtout, ils voulaient bien que je joue, mais pas que je chante, parce que j'importunais visiblement les clients. J'ai chanté Hesitation Blues, chanté I don't want no sugar in my coffee. It'll make me mean, Lord, it'll make me mean. Donc du gros blues qui tâche. Ça n'avait rien à voir avec Jean Morin, avec toute cette petite chanson d'opéra comique. Je suis tombé il y a récemment sur une interview que vous avez fait à cette époque-là dans l'émission Discorama où vous pouviez dire que pour vous, vos références, au moins à ce moment-là, elles étaient doubles. Il y avait Brel que vous citiez et il y avait Bob Dylan. Brel, je l'ai découvert sur scène. J'avais 16 ans, donc on n'allait pas souvent. Mes parents étaient pas mélomanes ni assez riches pour nous amener à des spectacles. Donc Brel, c'était la sortie annuelle qu'ils offraient à leurs enfants. C'était L'Homme de la Mancha, avec Dario Moreno, parce qu'après il est mort avant que le spectacle soit donné à Paris. Et donc j'ai vu là un spectacle assez pauvre, assez démuni, puisque Brel avait la Miche, la Thérèse Brel, avait acheté très cher un livret américain. Donc moi au départ j'étais pas très confiant. Déjà Brel, bon, c'était 67-68. C'était pas non plus mes canons de beauté. Brel était en train de naître, le Brel rebelle, le Brel en colère, le Brel au suivant et mon dernier repas et tout ça, les bourgeois. Hein. C'était pas trop mon affaire non plus. Donc j'ai été un peu pour faire plaisir à mes parents. Voir L'Homme de la Mancha, puis je connaissais à peine le prétexte, hein, mais j'ai vu là, en fait, j'ai l'impression d'avoir vu 4 ou 5 pièces en une. Brel qui jouait à Cervantes, qui parlait d'Alonso Quijana, qui rêvait d'être l'homme de la Mancha. Don Quixote. Don Quixote de la Mancha. Et donc, l'un dans l'autre, ça et puis bon, une pute qui était la noble dame de Brel, j'ai eu, en fait, tout ce que le spectacle peut donner de beau et d'affreux. En même temps, donc cette espèce de vertige, surtout que Brel il était épuisé. C'était la beauté aussi de l'homme mûr qui ne se la pétait pas, jeune homme musculeux, draguant les filles. En tout cas, les filles que l'homme de la Mancha draguait, c'était des putes, hein, qui se moquaient de lui. Donc j'ai eu un Brel pas du tout justicier, pas du tout. D'ailleurs, Brel. Après, c'est Jacques Bedos, qui a très bien connu Brel, qui était mon directeur artistique, qui me racontait que Brel était vraiment, comment dire, cassé. Tous les soirs, il ramenait à 4-5 heures du matin, et que tous les jours, il renaissait dans une espèce de fuite en avant. Et donc, moi, j'ai connu un Brel un peu lâche. Le rôle de Brel, c'est le même que dans Ne me quitte pas, hein. C'est où je suis l'ombre de ton ombre. Donc j'ai eu là une envie de faire du spectacle. Je veux dire, si un homme peut jouer l'anti-héros et être aussi beau,
Et c'est pour ça peut-être que j'ai pas trop gobé le forestier ou les justiciers à la Lavilliers, etc. Moi, je trouve qu'un homme a le droit de pleurer, et que ça fait même partie de son art, qui est de pleurer juste. Brel sanglote plus que pleurer d'ailleurs. Et donc un art que j'ai découvert en Hongrie aussi. Là, la tristesse est un art. Et donc la tristesse par Brel est quand même somptueux. Là, je viens de Lille, et à Lille aussi, il y a ce mélange de on rigole, mais c'est comme la misère, quoi. Et c'est Dylan, la mélancolie, on va dire. Et Dylan, c'est plus fourbe quand même. Dylan, parce que on s'est vite rendu compte quand même qu'il y avait une imposture. Dylan, il se l'a joué hobo, il se l'a joué ouvrier agricole, qui n'était pas. Et il a vite, en effet, récupéré, une posture un peu de Rimbaud, qui était aussi, un petit bourgeois qui a joué sur les deux. Rimbaud aussi était un clochard céleste. Mais Lipo, je pense à Lipo, qui est un poète chinois du 8e siècle, qui était, amiral, il me semble, ou en tout cas, qui était à la cour de l'empereur, et qui, une fois par an, allait rejoindre le Toufou, qui était un clochard troglodyte, qui il allait se torcher, pour dire que petit à petit j'étais en paix avec ça quand même, parce que d'ailleurs Hugo Frey aussi est un oblion, qui se la jouait des vides croquettes, donc c'était un aristocrate qui m'a fait connaître Dylan, qui m'a fait connaître en effet le folk. Donc après tout, c'est des transmetteurs, c'est des professeurs. Un peu Pete Seeger aussi était comme ça, un peu musique-ethnologue, qui s'est un peu identifié aux chanteurs qu'il découvrait. Donc c'est un peu du théâtre. Et d'ailleurs, Bowie, il a joué les suffragettes, il a joué les travelots qu'il n'était pas. Donc en effet, on avait le droit quand même un peu de jeu est un autre, comme dirait Rimbaud, parce que même Patti Smith, c'est une bourgeoise qui se les jouait Rimbaud, etc. Donc c'est des jeux de rôle. Finalement, avec Brel, c'est pas si en désaccord que ça. Brel aussi, il a joué donc un chevalier à une époque où il n'y en avait plus. Vous êtes dans ce rapport artistique du jeu de rôle ? Oui, surtout sur mon dernier disque et même sur mon premier disque, je m'imagine en effet je me suis imaginé français avant d'arriver en France. J'étais pas français, je suis néerlandais, je vivais en Belgique. Et donc, Bruxelles est une chanson où je me suis imaginé être un poète français, une ville, un adjectif, Toulouse, bon, j'ai le blues, Paris, mon ami, Bruxelles, ma belle, bon, je veux dire, je me suis imaginé, en effet, c'était des exercices de style au départ, et le premier disque, et le dernier disque. Et donc, pour moi, la boucle, elle est un peu bouclée. Au milieu, j'ai peut-être fini par être moi-même, mais ça me gêne pas. D'ailleurs, mon deuxième disque était peut-être le seul disque autobiographique où je parle de Friso Skinny, où je dis dans cette fêlure éclafelée, un autre moi est né. Donc, c'est les néologismes, c'est en effet un peu de surréalisme, c'est le rêve en tant que voyage, le rêve en tant que oui, pièce de théâtre où il y a, par exemple, comment ça s'appelle, C'est dans les rêves, qui est une chanson où j'imaginais des avions libyens traverser mon ciel et tout à coup je me trouvais à côté de ma sœur et puis après je me trouve à genoux devant ma mère. Je ne suis pas un romantique, je suis pas un passionné, mais d'écrire la nuit, d'écrire dans ce semi-sommeil, moi me permet en effet des styles que le dictionnaire ne me permet pas, et que la lecture des chansons françaises ne me permet pas non plus. Je veux dire, tous les auteurs de chansons françaises font d'une part de l'art autobiographique et font de l'art vrai.
c'est pas. Moi, je dis souvent que c'est pas parce que c'est beau que c'est vrai. C'est pas parce que c'est vrai que c'est beau. Donc l'éthique et l'esthétique, pour moi, ça a toujours été des choses différentes. Et je me suis permis, en effet, de créer une esthétique un peu fantasmagorique, un peu des rêves. Et c'est pour ça que les enfants me chantent, d'ailleurs. La mouche, elle meurt quand même lamentablement. Oui, les éléphants, ils se suivent dans le. Je veux dire, c'est pas de l'Henri Dess, quoi. C'est pas non plus de l'Anne Sylvestre. C'est pas joli. Ça meurt, ça pourrit, ça se sépare. Dès mon premier disque, je me suis permis des exercices de style un peu terribles. Pire, extrait donc de ce dernier album Velova que Dick Annegarn vient tout juste de faire sortir. Pire, c'est sans doute la chanson la plus triste de l'album et celle qui donne cette tonalité assez noire à ce nouvel album, ce 17e. Mais on en parlera un peu plus tard dans l'interview. On va revenir un peu à la carrière de Dick Annegarn et puis revenir sur un épisode assez douloureux dans la carrière de Dick Annegarn. Ça se passe à la fin des années 70 et Dick Annegarn décide de quitter le grand cirque du showbiz. Il s'installe en banlieue parisienne sur une péniche. Il continue à faire de la musique, mais a plus de mal à la faire entendre. Là, les radios ne le passent plus. Il fait peu de concerts. Il sort sur cette période d'une petite vingtaine d'années que 4 ou 5 albums. Et on revient avec lui sur les raisons de ce retrait volontaire. Dick Annegarn. J'étais pas vraiment fait, mais quand je regarde Cats and Trees, groupe toulousain aujourd'hui, je me vois, je veux dire, 3 mois après un gros succès, on est épuisé, franchement. C'est on appelait ça déjà à l'époque presser le citron, quoi. Donc, aujourd'hui, ils ont des conditions un peu meilleures quand même, mais là, ils viennent d'Allemagne, c'est des cartons, ça veut dire quoi, carton? Ça veut dire tirer dessus quand même, hein. Donc, au moins, on est exposé, on va dire, surtout à une intensité de notoriété, une pression psychologique, une pression médiatique auquel un jeune n'est pas préparé. Et donc, moi, franchement, j'ai eu un effondrement immunitaire, c'est physique, hein. D'ailleurs, n'importe quel footballeur ou n'importe quel homme public vous le dira. C'est une pression, tout le monde dit, ouais, on a ce qu'on mérite, c'est les rançons de la gloire, etc. Sauf que moi, j'avais toutes les maladies du monde, j'étais épuisé. Hein, donc, je me suis arrêté parce que je trouvais qu'on m'aimait un peu trop, tout simplement. Hein, donc, pour être créatif et quand même vendre et quand même suivre des cadences infernales, on vit la nuit, on se défonce. Et pour dire que, à mon avis, et ça n'a pas été très bien compris, les artistes sont eux-mêmes responsables d'une surenchère, d'une mégalomania aussi. C'est-à-dire, on veut de la chose du public. Comment elle dit Barbara, mon seul amour, enfin... Le public? Oui, c'est toi. Mon seul amour, c'est toi, oui. C'est ça. Et moi, non. Non, d'abord, je m'aimais pas beaucoup moi-même. Donc, je trouvais que je manquais de matière. Je veux dire que pour pouvoir progresser, il faut être quand même dans une vie un peu normale. Je veux dire, d'être félicité, d'être dans des voitures entre 2 concerts, à lire les articles de journaux sur soi-même. On finit par écrire des chansons sur la musique comme Goldman ou quoi. On manque de matière. Donc où on parle de soi-même. Ce qui pour moi, à 22 ans, je me trouvais pas assez intéressant pour raconter ma vie de 22 ans. Donc j'ai voulu positivement entamer un voyage où je pouvais en effet éventuellement rejoindre les traces de Woody Guthrie ou d'autres itinérants ou de poètes chinois ou des pèlerins de Compostelle ou autres. Donc pour moi la marche, le quitter le navire, comme j'ai dit un peu dans Pire, c'était un suicide en tout cas professionnel qui était nécessaire
nécessaire pour que je puisse vivre en tant que poète au semelle de vent. Hein. Je veux dire, je quitte la compétition, c'était ça mon propos, mais je quitte la compétition, c'est aussi, aujourd'hui, c'est quand même, tous les corps de métier sont à la gagne, sont aux objectifs, à la performance, on fait des rapports, on est exposé, fait ton autocritique camarade, bon, je veux dire, on est tout le temps examiné. Donc il n'y a que le dimanche où on se retrouve un peu face à soi-même. Et donc c'est peut-être, d'ailleurs souvent, c'est pendant les vacances que encore aujourd'hui, que je dis qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine ? Est-ce que je vais continuer à faire le clown, hein ? Là j'ai 62 ans, bon, mais ma retraite, il me manque 40 trimestres, donc je vais continuer jusqu'à 65 ans. Mes amis paysans, je leur dis, je vais encore faire le clown pendant 3 ou 4 ans. Et les clowns, c'est quand même, il faut être souple, il faut grimacer, faut s'adapter au public, aux journalistes, à un rythme, il faut être gentil partout. Et donc, oui, c'est le dimanche et pendant les vacances qu'on se dit, mais à quoi bon ? Vélovol, extrait de Vélova, le titre de ce 17e album que Dick Annegarn vient de faire sortir sur le label Totar. Album fait d'abord de chansons écrites pour les autres, à la demande d'autres chanteurs comme Raphaël, comme Amandine Bourgeois, comme Calogero et plein d'autres. Et puis finalement des chansons qui ne se retrouveront pas sur les albums des gens pour qui elles étaient écrites. Du coup, Dick Annegarn s'en est réemparé et les a enregistrées sous son propre nom. On parle de cet album tout de suite avec Dick Annegarn. Et donc Vélova est un album un peu, en effet, des chansons pour les autres. Ça aurait pu s'appeler, d'ailleurs je voulais que ça s'appelle Chansons pour les autres. Mais c'était aussi le premier album, c'était pareil, hein, ça aurait pu s'appeler Chansons pour les autres, Sacré Géranium. Hein, puisque bon, à l'époque c'était l'important, c'est la rose. Moi, je trouvais que le géranium c'était une alternative, on va dire. Et donc là, oui, c'est des chansons que je m'imaginais, qui m'ont été demandées. Hein. Amandine Bourgeois m'avait demandé des chansons, ça c'est Je cherche une chanson. Bon. Calogero, sa chanson n'est pas dessus. C'était Modigliani, on l'a pas mis dessus. Mais Oracle, c'était une chanson pour Raphaël. Et tu n'as pas la tête d'un soldat, parce que je trouvais qu'il avait une gueule de bois tendre. Donc bon, alors là après c'est une question de grammaire. Il aurait pu dire je n'ai pas la tête d'un soldat. Bon, il suffisait d'arranger un tout petit peu la chose. J'en ai fait, c'est finalement moi qui parle à lui plutôt que lui qui parle de lui-même. Mais il y a d'autres chansons. Prune aussi, c'était pour Calogero. Le piano dans l'eau. Aussi Raphaël, c'est Raphaël qui m'a pas mal inspiré, oui. Et donc c'est un disque, oui, qui petit à petit, je deviens un autre ou des autres. Et c'est un peu le propre quand même du folk aussi, qui est de transmettre, qui est de prendre des thèmes, parce que Piano dans l'eau, en effet, c'est une chanson qui a un peu d'inspiration folk. Dylan chante. Complètement. C'est même les arrangements pour le coup. C'est ça. C'est que on a. Alors évidemment, il faut toujours faire attention de pas être son propre classique, de pas s'auto-imiter. Hein, et donc mon travail d'ailleurs avec les Amis du Verbe est aussi de créer un laboratoire où on reste vif, quoi. Parce que même les slameurs, ils peuvent être ringards. Hein, les slameurs, ils peuvent se répéter. Donc je suis aujourd'hui bien heureux d'avoir ces enfants autour de moi, quoi. Un album quand même qui est, même si c'est des chansons qui ont été écrites à l'origine pour d'autres, qui sont dans une thématique très triste. Moi j'ai trouvé cet album avec des textes très, très tristes. C'est plus la mélancolie, quand bon, Pire, c'est une chanson définitivement dramatique. Ah, elle est très très triste celle-là. Et ça finit par ça, donc on peut avoir l'impression que je suis une pleureuse, mais c'est pas une d'ailleurs, j'essaye de pas pleurer. Bachung, il pleure plus Bruxelles que moi, hein. Bon, même si je me suis effondré à entendre les violons, j'essaye de pas sangloter. Mais Pire est une chanson sur la violence conjugale, d'ailleurs. C'est une chanson que j'écris pour un chanteur qui s'appelle Ustiax. Mais quand on s'approche de ces chanteurs, il y a aussi Nosfell. Nosfell aussi, c'est des jeunes, mais ils sont déchirés, franchement. Je veux dire, pourquoi est-ce que, je veux dire, les chiffres sur les suicides des jeunes sont interdits?
parce qu'on aurait peur que ça se reproduise. Je veux dire, aujourd'hui, il y a un jeune sur 4 qui est sous le seuil de la pauvreté. Donc, je suis moi-même à l'abri, je suis moi-même relativement heureux, je suis pas si triste que ça, mais je ne peux pas être libre et heureux en sachant qu'il y a aujourd'hui tant de tristesse et tant de misère. Donc et là-bas, quand on va au Maroc, les piscines bleues, c'est dans les hôtels 4 étoiles, au Club Med, mais sinon, ou les golfs royales. Mais sinon, tout le sud marocain est exsangue depuis 18 mois. Ils en peuvent mais. C'est un stress hydrique terrible. Et donc le stress de la pauvreté aussi. Alors, ça se traduit pas en chansons sur la misère, mais je suis quand même sensible au monde qui m'entoure. Donc nostalgique certainement pas. Je veux dire, avant c'était mieux, non. Et à la limite, je m'en fous d'avant. Je veux dire, il faut connaître son histoire. Mais comment dire, c'est le mélange de joie et de tristesse. Là, c'est le printemps. Mais on peut pleurer en regardant un champ vert. Hein. On a cette sève qui monte. Et la beauté aussi, ça me fait pleurer. Hein. Donc, les pleurs, c'est pas seulement la tristesse non plus. Oui, mais d'avoir une charge émotionnelle dans son chant, pour moi, c'est un minimum. Il faut rester pudique. Mais je veux dire, il faut que la poésie soit chargée quand même. On peut pas chanter des choses médiocres. On n'a pas le droit. Ça dure 3 minutes, donc il faut y mettre toute la richesse de ce que notre cœur peut fournir. À vrai dire, la chanson qui exprime pour moi le mieux ce que j'ai voulu dire en termes de courage comme qu'il faut avoir, c'est Brahim Alham. Hein, Brahim Alham, c'est un combattant, un tirailleur marocain qui a combattu pour les Français, qui a vu mourir beaucoup de camarades. Et moi, je l'ai vu avec le sourire le plus grand que j'ai jamais vu. C'est de la part d'un homme qui aurait pu avoir la haine, qui aurait pu avoir une fatigue définitive de l'homme qui tue, qui torture, qui l'homme de la guerre. Donc ce Brahim Alham est revenu après avoir fait un travail de guerrier. Il est revenu et moi je le sais maintenant parce que c'est moi qui ai fait connaître son histoire à son village. Il avait même pas dit à son village qu'il avait souffert. Pour eux, c'était un homme gentil et souriant. Donc, quelqu'un que vous avez croisé au Maroc. Et donc, ce soudeur de théière, moi, il m'a parlé en allemand parce que pendant quelques années de sa vie, il a mené... mais c'est marrant, ça me fait penser... j'avais rencontré un moine à Bangkok, et lui, il disait, moi, j'ai travaillé... il parlait parfaitement anglais. Et il dit, moi, j'ai travaillé à Detroit, chez Ford. Il dit, je me suis camé, j'ai mené une vie d'Américain de base, un ouvrier américain de base. Il dit, et là, il était retourné en Thaïlande. Les monastères thaïlandais accueillent les accidentés de la vie. Et lui non plus, il pleurait pas. C'est qu'en fait, quand on a vraiment souffert, je crois qu'on peut peut-être mieux transmettre le sourire du courage, quoi. Le sourire, en plus, le sourire du pardon, le sourire de peut-être pas de l'acceptation, mais de dire ceux qui me regardent, j'ai pas le droit de leur transmettre la haine que j'ai souffert. Donc c'est une abnégation, c'est un don de soi que Brahim Alham, pour moi, c'est un héros. Quel est votre rapport à la langue ? Vous disiez qu'il vous fallait du temps pour sortir 3 couplets. Quel est votre rapport à la langue, qui reste quand même le français, même si vous pouvez dire que c'est une langue qui est figée dans le temps, qui n'a plus de vie Ouais, le français moyen, on va dire. Là, je viens d'acheter un dictionnaire
le français des provinces, ça s'appelle. C'est le Littré qui avait sorti ça. Et donc, c'est bon. Alors, évidemment, Languedoc, Languedoc, etc. Mais je suis conscient que je contribue à un français bâtard, à un français qui n'est pas le français de Tours ou de la Loire, enfin, cette espèce de joli français de la radio. Sans accent. Un peu. Oui. Hein? Sans accent. Oui, c'est ça. Hein, donc, en effet, André Mainviel font partie de mes gourous à moi, chercher l'accent. Je l'ai moi-même, mon propre accent. D'ailleurs, il est venu avec un ingénieur du son entendre mon accent, bon, enregistrer mon accent. Mais donc, oui, la diversité, on va dire, la mixité, c'est nécessairement ce qui enrichit une langue. Je veux dire, le sumérien est mort comme langue parce qu'il ne s'est pas bâtardisé. Je veux dire, l'ethniquement pur ou le linguistiquement pur est nécessairement un appauvrissement. Hein, donc, je pense que la langue, oui, doit être parlée. Mon rapport à la langue, c'est assez simple, en fait. C'est que ça fait 350 000 ans que nous nous parlons, que nous nous chantons, que nous nous comptons, et ça fait que 5 000 ans que nous nous écrivons. Et donc, l'écriture est une sclérose de la langue. Il faut faire des erreurs. Il faut inventer des mots qui n'existent pas pour que in fine, le Larousse ou autre dictionnaire l'intègre dans leur dictionnaire. Mais il y a comme 100 millions de francophones qui sont pas français aussi. Les Canadiens, les Africains, les Cambodgiens, les Algériens, les Hollandais contribuent à la langue française. Vous ferez bien d'instaurer définitivement une charte de la langue régionale et étrangère. Hein? Donc, en effet, la deuxième langue parlée en France, c'est le berbère. Hein, donc, schleu, c'est un mot français pour insulter les Allemands, mais à l'origine, c'est quand même une culture et une langue. Donc, il y a beaucoup de double sens. Il faut un peu chercher dans les mots existants ce qu'on peut avoir de richesse. Hein. Chaque mot a quand même plusieurs significations. Mais il y a aussi, en effet, la novlangue, le slam, les insultes, les blogs, le small talk, les SMS, le Facebook, tout ça, ça contribue à faire vivre. Le français est encore une langue vivante. C'est pas qu'un dictionnaire. Le français que vous utilisez dans cet album qui vient de sortir, le français que vous bâtardisez et écoutez les chansons de Dick Annegarn pour en être persuadé. Velova, un album tout juste sorti que l'on recommande chaudement. Merci d'être venu nous voir. Merci pour votre accueil chaleureux. Au revoir. Merci Jean-Philippe.